Bonjour, je m'appelle Lisa Azuelos. Je réalise des films que vous avez peut-être vus comme LOL, Dalida, Comme t'es belle, Une rencontre, La Chambre des merveilles, plus récemment I Love America. J'ai décidé de faire un podcast parce que, en général, quand je parle, les gens autour de moi me disent « c'est dommage que t'aies pas enregistré ». Alors voilà, je les ai écoutés. Aujourd'hui, j'accueille Noémie Rodrigo. Alors, je l'ai rencontrée sur Instagram. Elle est connue sous le nom de Noémie Holistic Sex parce qu'en fait, elle s'occupe beaucoup d'intimité sacrée. Et avec Noémie, on va aller explorer tout ça. Je présente Noémie, mais tu préfères te présenter d'abord? Franchement, si tu veux, je le dis en quelques lignes et puis après, comme tu le sens. Vas-y, dis-le toi alors. Donc, je suis Noémie Rodrigo, oui. Je vais avoir 28 ans tout bientôt, là, dans 10 jours. Je suis trop contente, c'est un chiffre que j'aime bien. Moi, j'accompagne aujourd'hui les femmes, comme tu le sais, surtout dans la reconnexion à leur yoni, à leur corps. Alors, leur yoni, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas ce mot. C'est le sexe féminin qui inclut l'utérus aussi, les ovaires, les trompes, le clito, tout. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, il y a un mot, et c'est en quoi? C'est en sanskrit? Sanskrit, ouais. Donc, eux, ils ont un mot pour dire au moins, nous, 6 ou 7 mots, quoi. C'est ça. C'est vrai que nous, on a l'organe génital féminin. Bah. Ouais, ça fait un peu médical, ouais. Morgue. Bon. Découpe. Ouais, à la découpe. Femme à la découpe. Médecin, ouais. Donc ouais, moi c'est ça et c'est beaucoup basé sur le trauma release, tu vois. Une transformation des traumas, on va dire, oui, en une chose beaucoup plus douce pour soi. Voilà. C'est pas un truc pour moi dont tu te sépares à vie, je pense pas. T'es une transformatrice de trauma. Mais pas que, parce que moi je t'ai expérimenté et je sais que c'est pas que ça. Ouais, moi j'aime bien l'aspect du sacré dans la sexualité, de se connaître, de s'honorer à travers la sexualité avec soi. En couple aussi, mais c'est pas trop ça que je prône principalement, c'est plutôt de soi à soi. Sans forcément l'aspect sexe pour le sexe non plus, avec soi, il y a ça, mais bon, les femmes que j'accompagne ne sont pas encore toutes prêtes à ça, donc je prône pas ça. Je fais peut-être 20%. Quand tu dis prête à ça, c'est-à-dire à faire du sexe pour le sexe avec elle-même, tu vois. Vraiment j'ai envie de dire du gros sexe exprès, hein, j'utilise l'extrême du mot. Parce que moi, c'est assez doux, elles veulent des trucs tout doux, connexion à la yoni, à l'utérus, des trucs assez doux. Mais il y a aussi le vrai acte sexuel beaucoup plus primal avec soi que tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu veux dire toute seule, mais un peu primal. Ouais. Ah ouais. Hyper sauvage avec toi. Ouais, ah ouais. Ah, mais ça, je le ferai plus tard. Plus tard, j'y serai à celle-là, moi. Oui. Comment ça t'est venu? Parce que, bon, t'es une petite fille, t'es une lycéenne, et puis... Tout à coup, qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, moi, j'ai eu mes premiers rapports à 18 ans, donc pile à la sortie du lycée. Avant, je faisais rien. C'est tard, en fait. C'est tard, ouais, par rapport à mes amis et tout. Et à mon partenaire actuel et tout ça, c'était 13-14 ans et tout. Moi, j'étais genre début. Et aussi, j'ai déménagé de chez ma famille. Du coup, j'ai pu avoir ma propre maison et tout ça. Et là, j'ai découvert la puissance... Enfin, je connaissais déjà la puissance de ma séduction et tout ça, mais là, j'ai vraiment poussé au bout et j'enchaînais vraiment beaucoup les hommes. Après, petit à petit, j'ai compris que ça m'avait fait du mal. Donc, je me suis mis en couple après avec quelqu'un pendant 5 ans. Et ça m'avait vraiment fait du mal parce que je cherchais à travers eux l'approbation de « je suis assez belle, je suis assez bien, on m'aime, ça va, j'ai de la valeur, etc. etc. » Et donc, en fait, je respectais pas du tout ma yoni, du coup. J'ai compris après que mon corps, des fois, me disait non, mais je savais même pas que c'était un non. En fait, j'avais même pas accès à ce oui ou non de mon corps, tu vois. Et ça s'est répercuté aussi, du coup, dans ma relation d'après, dans laquelle j'avais très peu de sexualité au bout de 1 ou 2 ans. Parce que de toute façon, je travaillais à Paris, enfin, j'avais une vie pourrie pour mes besoins. Donc, bref, en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible de vivre comme ça. Je me suis dit, la relation et le sexe, ça peut quand même pas être ça. Tu vois, je savais pas qu'est-ce que ça pouvait être d'autre, mais je me disais, non, il y a autre chose qui est possible. Donc, je sais pas si ça te parle, ça. Moi, je m'en suis rendu compte à 50 et quelques. Et encore, hein, je suis encore un peu... Moi, j'ai fait du mal avec la nourriture et le sexe. Alors, peut-être un peu plus avec la nourriture, parce que c'est plus facile à trouver, finalement. C'est en vente libre dans tous les bons supermarchés. Mais c'est extraordinaire de penser à ça à 22 ans, en fait. Ouais, je me rends pas compte, tu vois, moi c'est arrivé et j'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai vraiment commencé à lire plein de livres, faire des stages de tantra, beaucoup. En fait, c'est arrivé vite. Je sais même plus comment je suis arrivée dans le tantra, vraiment pas. Je crois que j'ai dû lire un mot dans un livre et j'ai dit oh, c'est quoi, et puis ça plus ça plus ça m'a entraîné très vite à
avoir des coachs en one-to-one avec moi qui m'aident, les relations libres, ouvertes, tout ça. Je me disais, c'est ok, ça me parle, machin. Et du coup, j'ai rencontré un homme qui était dans une relation libre, qui avait 10 ans de plus que moi, donc qui avait beaucoup d'expérience dans le tantra, tout ça. Et j'ai expérimenté mon premier orgasme avec un homme avec lui. Et là, j'avais 23 ou 24 ans. Je crois 23. Tu veux dire un premier orgasme par pénétration, en fait. Ouais, avec un homme. Avec un moi, homme. j'avais pas de problème, mais avec un homme, jamais eu. Ok. Mon premier, c'était à 23 ans, je crois, oui, c'est ça. Donc bon, après 5 ans de relation où j'avais rien eu, mais c'était pas la faute de mon partenaire, hein, c'était vraiment moi qui... Je sais pas, enfin ma vie quoi et mon corps. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont encore concernées par ça. Et, oui. Ça reste jeune pour avoir accès au plaisir, à se rendre compte qu'on n'en avait pas, puis que finalement on en a. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui en ont pas, même à 50, 60 ans. Après, bon, je sais pas à quel point. On peut jamais vraiment savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est très rare que les gens disent la vérité avec tout ça, mais... Le tantra, ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il y a ni bien ni mal. Il y a juste, t'es un humain, un animal et un être divin en même temps. C'est un courant qui vient d'Inde à la base, qui date de milliers d'années, qui prône beaucoup, j'ai envie de dire, la vie humaine et la divinité en même temps. C'est-à-dire que tu es à la fois dans la pleine expérience de la matière et la pleine expérience divine. Et j'aime vraiment beaucoup cette approche de comment est-ce que tu peux être à fond dans ton animal, connaître toutes tes parts primaires, instinctives, autant dans la vie quotidienne que dans ta sexualité. Et eux, ils rejettent pas la sexualité. Et ils incluent la sexualité comme une pratique sacrée. Tout est sacré en fait, même manger, marcher. Mais tout est sacré. En fait, la vie est sacrée. Voilà. Donc à partir de là, tout est sacré. C'est ça. Et surtout, ça sort beaucoup l'aspect de la sexualité chez eux quand même, parce qu'ils se basent sur le fait que donc, notre énergie sexuelle est vitale. Peut prendre... Tu dis notre énergie sexuelle est vitale et EST ou EET? On va dire les deux en fait. On va dire les deux. Hein. Ouais. Mais j'allais dire sexuelle et vitale ET, mais c'est vrai qu'on peut dire les deux. En fait, c'est vraiment par elle que tu refiles ton corps, que tu re-remplis ton corps d'énergie en fait, que tu te ressources. En fait, c'est à la fois... la source et le déversoir de ton énergie, en fait. C'est ça qui permet à l'énergie de faire un rond sans fin à l'intérieur de toi. C'est ça, en fait, c'est la qualité de ton énergie vitale et donc sexuelle aussi qui va faire à quel point tu es en bonne santé, tu es heureux, tu es relié à toi, à la nature, aux autres, etc. C'est vraiment prendre soin de ton énergie et à travers la sexualité, ils ont plein de pratiques, plein de rituels différents qui font que là tu peux gagner en énergie, là, non, c'est pas bon, tu la perds, donc... Tu vas vraiment orienter où est-ce que tu mets ton énergie quand tu fais l'amour, avec qui, etc. C'est hyper intéressant. Je veux juste dire que quand on a fait la retraite ensemble, donc j'ai passé 6 jours à m'occuper de mon énergie sexuelle et vitale avec toi. On était au Maroc. Et puis, c'était tellement bon la nourriture que j'ai énormément mangé, alors que ça faisait 5 mois que j'étais gluten-free. Donc avec les couscous, t'imagines bien qu'on n'a pas eu... C'était pas très gluten-free. J'ai franchement pas fait gaffe. J'ai même pris des desserts, etc. Et en l'espace de 6 jours, j'ai perdu presque 3 kilos, que j'ai repris après, parce que je me suis pas aussi bien occupée de mon énergie vitale après la retraite. Et ça m'a vraiment transformée parce que j'ai su que c'était pas la nourriture. La seule chose qui avait changé, c'était le fait que je m'occupais de mon intérieur, de mon énergie vitale, que je me nettoyais, que je nettoyais justement les corps étrangers en moi, etc. Tout ce qui m'avait parasité. Et le fait de m'être déchargée de 3 kilos de je ne sais pas trop quoi, mais grâce aux exercices qu'on a faits, je me suis dit, waouh, c'est vraiment puissant. C'est pas que pour essayer d'avoir un orgasme. En fait, je suis un peu peinée que, soi-disant, pour devenir une femme libre, il faut être une femme qui jouit. En fait, je m'en fous de ça. Par contre, être une femme qui est en connexion avec une énergie vitale, qui la ressource, ça, c'est intéressant. Tout à fait. Tout le monde va se précipiter sur tes retraites pour aller perdre du poids maintenant. Non, parce que moi, c'est l'inverse de toi. Tu vois, j'arrive pas à gagner du poids. Par contre, quand je sais que je prends soin de moi, que je suis calme, que je suis pas dans mon anxiété et tout ça, et que je fais plein de pratiques avec mon énergie sexuelle et tout ça, je vibre autrement. Les formes de mon corps changent. Mais vraiment, en fait, pourtant, Tu te remplis, toi. Ouais, moi, je me remplis. Moi, je me vide et toi, tu te voilà, remplis. C'est le yin et le yang, très bien mais... mais comme quoi, l'énergie sait où aller. C'est nous qui la bloquons avec nos pensées, nos stress, nos problèmes, nos fausses idées, etc. Ouais. Mais l'énergie, quand on la laisse libre, et en fait, la seule chose qui a été contrariée depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est la sexualité.
C'est ça qui fait que l'énergie vitale ne coule pas et ne va pas là où elle est censée aller. Et c'est ça qui est chouette avec le tantra et le Tao. Mais même si dans le tantra, quand tu cherches un peu historiquement, les mecs, les gourous, là, la peur qu'on a de la secte tantrique, elle est réelle. Hein. Je veux dire, les mecs, ils étaient là avec leurs petites meufs. Les meufs, elles étaient là pour le gars. Et même si elles vivaient beaucoup de transformations, elles avaient une sexualité différente que des femmes au foyer, par exemple, bah, n'empêche qu'il y avait quand même cette soumission, domination qui était là. Donc, c'est pas parfait, c'est certain. Mais aujourd'hui, si on est assez sain d'esprit et qu'on prend que ce qui nous sert et ce qui résonne chez nous, je pense qu'on peut faire une mixture qui est pas mal. Mais en fait, c'est ça que j'ai senti, que j'ai adoré dans ta retraite. C'est justement comment on peut se réaccaparer son énergie à son propre service. Et c'est vrai que tu aurais mis sur ta retraite, retraite de sexualité sacrée, j'y serais pas allée. Mais tu as mis intimité sacrée. Et pour moi, il y a une grande différence. Et j'ai vraiment un lien très fort avec ce mot d'intimité parce que c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Et j'aimerais bien que tu puisses me dire, pour toi, c'est quoi la différence entre l'intimité sacrée et la sexualité sacrée? Parce que j'ai l'impression que quand on met sacré avec sexualité, ça voudrait dire qu'il y a une sexualité moche. Et moi, j'aime pas cette idée, j'ai jamais aimé, parce que c'est vrai que j'ai fait partie des gens qu'on appelle un peu volages, ou en tout cas, j'ai jamais voulu me restreindre dans une sexualité trop parfaite au sens du couple, le petit couple et tout ça, avec les mauvais côtés que ça a aussi. C'est hyper intéressant comme sujet. J'avais fait un post là-dessus, un live que tu avais vu. Ouais, et qui m'a motivée à venir d'ailleurs. Où je disais, moi je prône la sexualité sacrée, évidemment, c'est mon métier, blablabla. Et dans ce live, je dis à quel point j'adore être une grosse chienne. Et là, toutes les petites nanas donc, qui travaillent aussi dans le domaine de la sexualité sacrée, entre guillemets, elles me disent « Noémie, je suis tellement choquée, on dit pas ça dans la sexualité sacrée, on fait pas comme ça. » Et je me dis « Mais alors, je sais pas qui c'est déjà. » Et puis, en fait, c'était pourquoi ça serait pas sacré d'être dans ma chienne. Et je lui disais dans le sens où, en fait, c'est la partie de moi qui est dans le sexe très animal, primaire. Et j'utilise le mot chienne exprès parce que je sais qu'il est énervé. Il va déranger. Ouais. Voilà, donc déjà, voilà, c'est sympa de l'utiliser. Mais moi, ça me dérange pas parce que il n'est pas sale pour moi. Je veux dire, je le fais dans tout respect de moi-même. Mon partenaire, il me respecte. Ce serait fait avec, je sais pas, quelqu'un à qui j'ai pas donné mon consentement de m'appeler comme ça pendant le sexe ou quoi. Bah, là, ça serait problématique, en effet. Mais là, quand c'est vraiment dans un cadre où je m'honore, j'honore mon corps, je me respecte mes boundaries, tu vois, où est le problème quoi. Déjà, il y a un cadre. Ouais. A priori, il n'y a que dans les pratiques BDSM qu'il y a un cadre qui est très précis. C'est pour ça que le BDSM est possible. C'est qu'on se dit, ça, ce sera possible, ça, j'aime pas, ça, tu peux faire, ça, tu dois faire, ça, tu feras pas, ça, nanana. Mais dans la sexualité hétéronormée, on a rarement un cadre. C'est-à-dire, on ne va pas dire à un partenaire, moi, je voudrais que tu me fasses ça, nanana. Les femmes ont pas tellement, et moi, je m'inclus là-dedans, ont pas tellement l'habitude de dire, écoute, voilà, moi, j'aime bien que... être prise comme ça, j'aime bien que tu me caresses comme ça, j'aime bien si ta langue elle fait ça. On a du mal à oraliser, c'est-à-dire à dire en mots ce qu'on aimerait. On est toujours dans le fantasme que le mec va nous comprendre, comme si, je veux dire, le moindre médicament qu'on prend, on va lire la notice, et parce qu'on a envie de savoir quels sont les effets secondaires, mais un mec qu'on connaît pas, on va pas vouloir lui donner notre notice. Évidemment qu'il va pas savoir y faire avec nous. Et quand moi, j'ai fait seulement une retraite de tantra qui était vraiment très, très tantra, mixte, avec 22 hommes, 22 femmes. Enfin, c'était très puissant, voire trop puissant, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a aussi cette notion dans le tantra, au-delà du fait que c'est sacré, et dont tu parles beaucoup, qui est le respect, le cadre et le consentement. Et en fait, ces trois éléments-là, qui sont les éléments qui reviennent le plus, là, en ce moment, avec les MeToo, les machins, les problèmes, c'est des éléments qui sont nulle part dans la société. Je pense que j'en parle aussi beaucoup, je dis souvent que le consentement est l'ennemi du profit, donc quelque part, c'est l'ennemi du capitalisme, qui est le système dans lequel on vit tous. Donc en fait, pouvoir se dire qu'il y a un espace où on a le droit de se respecter, de dire ça me respecte, ça me respecte pas, on n'est déjà pas habitué à l'oraliser. Et je pense que c'est là où ton travail il est aussi super important. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu de ça? Parce que les femmes sont timides. Oui, et donc les hommes aussi d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Pour moi, la base, de vraiment commencer par soi, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler aussi dans ton couple à côté ou avec tes partenaires quand tu es dans ce cheminement-là, mais je veux dire, si t'as pas la... quand tu n'es pas capable d'entendre le oui, le non, le je sais pas de ta yoni, de ton utérus, de ah, attends, là, je sens que mon ovaire droite, elle n'est pas bien dans cette position, etc., etc. Bah, en fait, c'est impossible pour moi d'avoir une belle sexualité, d'être bien, de pouvoir poser tes limites. Quelles limites tu poses si tu sais même pas qu'est-ce que tu aimes pas, comment est-ce que ta limite se fait entendre par toi, enfin... Mais c'est vrai que à chaque fois que je couchais avec un homme que je connaissais pas, je me disais pourvu qu'il me fasse pas mal là. Mais je lui disais pas fais attention. J'osais pas parce que d'abord j'ai eu pas mal de rapports où j'étais un peu alcoolisée à l'époque. Bon, maintenant je bois plus une seule goutte d'alcool, mais du coup ça anesthésie pas mal. Et puis tu fais en sorte de t'anesthésier justement pour pas avoir trop mal. Après tu veux pas avoir l'air d'être douillette, tu veux pas empêcher le mec d'avoir du plaisir. Donc tu préfères avoir un peu mal du moment que lui il a l'impression qu'il s'éclate. Enfin, il y a toutes ces parties-là. Et c'est vrai que le temps que ça met, je trouve, pour une femme, déjà, quand on leur demande où sont leurs ovaires et où sont leurs utérus, elles ne savent pas le situer sur une carte, quoi. Enfin, il y a pas... c'est difficile. Moi, j'ai appris peut-être à 45 ans que un mois, t'ovules à droite, un mois, t'ovules à gauche. En général, ouais. Et j'ai dit, ah, mais c'est pour ça qu'il y a des mois où j'ai mal à gauche et pas d'autres. Et enfin, tout ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. On mise tout tellement sur l'intellectuel qu'on oublie de ressentir, on oublie de t'apprendre à respirer. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi à ta retraite, c'est que toi, tu coupes jamais la respiration. Tu l'inclus toujours dans tous tes exercices et ça change tout. Oui, je dis tout le temps, respirez, respirez. Je vous vois qui ne respire pas. Et puis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de respirer. Bah parce que dès on a tellement du mal à ressentir que quand on veut ressentir quelque chose, on se concentre. Et quand on se concentre, on respire pas. Les petits bébés, quand on les voit, ils respirent, ils ont le ventre qui se gonfle. Et puis petit à petit, on se coupe la respiration parce qu'on a peur de faire des bêtises. Moi, j'ai ce plus gros problème-là. J'ai le diaphragme qui est toujours en douleur, enfin très souvent en douleur. Et je me dis, oh, purée, mais là, je peux pas respirer, etc. Et pourtant, ça, c'est les 3 piliers du tantra, la respiration, le mouvement et le son. Bon, et l'intention aussi, mais tu vois, la respiration, elle vient toujours en premier. Si tu respires pas, tu vas nulle part, en fait. Enfin, si, tu vas dans ta tête. Parce que c'est l'autre énergie vitale, c'est la respiration, c'est le prana. Ouais. Quand on dit le souffle, c'est la vie. C'est pas que des conneries, quoi. C'est pas qu'une formule de cardiologue. Ouais, c'est ça qui est beaucoup prôné. Bon, je dis encore le tantra, mais c'est toutes les approches beaucoup plus... on va dire holistique du corps, tantra, Tao, yoga, enfin voilà, il parle toujours de la respiration. En fait, un orgasme, c'est comme une contraction, mais l'idée, c'est de l'avoir dans la détente. Elle expire plutôt qu'elle inspire qui est coupée. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous faisais pas mal d'exercices où en fait, tu expires et c'est là que tu contractes ton périnée, par exemple, autour de l'œuf de yoni, pourquoi pas. Parce que plus tu es détendu, plus tu as d'énergie qui circule et plus tu peux nager dans ton corps et dans ton plaisir, alors que si tu es en contraction comme ça, ton corps il est tout fermé et tu peux ressentir, mais c'est un petit claquement de doigts, quoi. Alors que si tu es à l'expire, dans l'expansion, en fait ton orgasme il s'arrête jamais, c'est des vagues, vagues, vagues. On oublie que ce qui compte vraiment, c'est le chemin et c'est surtout la connexion à soi, quoi. Ouais. Et c'est la découverte de soi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce monde intérieur que j'ai découvert avec toi. Et j'avais déjà fait du tantra, j'avais déjà fait plein de choses. Mais toi, tu vas à la fois plus loin et plus doucement. C'est assez drôle à expérimenter. Oui, c'est vrai, c'est sympa dit comme ça. Ouais, j'ai l'impression que d'aller un peu à l'essentiel, en toute humilité, je m'entends parler, mais ouais, un peu à l'essentiel de et toi, tu ressens quoi et le consentement avec toi, c'est ça, je dirais, le principal truc. Parce que combien il y a de filles, à la retraite aussi, certaines, comme je travaille avec l'œuf de yoni, qui... Alors, on va juste expliquer ce que c'est l'œuf de yoni. L'œuf de yoni. Donc, c'est... en général, c'est fait avec une pierre, alors semi-précieuse, c'est de quartz ou de jade, etc. Officiellement, c'est le jade et ça a été inventé en Chine en premier lieu, normalement, à ce qu'on sait, par les taoïstes. C'est un œuf qui mesure à peu près 5 cm de hauteur environ. Et ça permet donc officiellement de travailler vraiment la fertilité, etc. Mais nous, aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur le consentement avec sa yoni, quand je rentre l'œuf ou non. Après, c'est tout ce qui va être tonification du plancher pelvien, etc. Et les douleurs et les traumas dans la yoni que tu peux libérer à travers l'œuf. Sentir quand c'est OK pour toi
qui te touche. Ou même sans toucher, juste à 5 cm. À 5 cm, tu sais que peut-être le but, ça va être qu'il rentre. Ouais. Mais pour l'instant, tu n'es pas forcément prête. C'est ça. Et ne serait-ce que cet exercice-là, déjà, tu travailles ton consentement. Tu travailles à ressentir, pas avec ta tête, pas avec ton cœur. Tu travailles à ressentir de l'entrée, on va dire, du vagin, finalement. Est-ce que ça dit oui? Est-ce que ça dit non? Est-ce que ça dit j'ai envie? Est-ce que ça dit pas maintenant? Ouais, ou je sais pas. Ou je sais pas. Ouais. Et avec ce je sais pas, je fais quoi? C'est des toutes petites questions, hein, mais qu'on n'a pas le temps de se poser quand on rentre un peu bourré avec un mec qu'on connaît pas, ou même quand on fait avec son mari, avec qui on se dit bon allez vite fait, comme ça après je peux mater ma série, quoi. Non mais je schématise un peu, mais ce moment en fait où on va se rencontrer, d'ailleurs il n'y a pas de mot dans la langue française, peut-être qu'à un moment je vais l'inventer, je sais pas, ou peut-être tu le connais, le moment où justement les deux sexes se rencontrent, mais sont pas encore en pénétration. C'est-à-dire qu'on connaît la pénétration. Moi, j'ai appris l'autre mot qui est la circlusion, c'est-à-dire que c'est le fait d'engloutir le sexe. Ouais. C'est-à-dire c'est une pénétration à l'envers. C'est le sexe féminin qui prend le sexe de l'homme. Donc, ça s'appelle la circlusion. Mais en fait, ce moment où juste ça se rencontre, à part le mot rencontre, et c'est pour ça que j'avais fait un film qui s'appelle Une rencontre, j'avais essayé de traduire le titre, tu vois, et ils n'ont pas le mot rencontre. Ce qui est hyper intéressant par rapport à l'anglais et par rapport à l'Amérique. Nous, on dit « j'ai fait une rencontre ». Eux, ils disent « we had a moment ». Ah oui. On a eu un moment. Et en fait, je parle de ça justement, c'est cette rencontre dans ce moment précis. En fait, c'est le timing, donc en fait, c'est la bonne heure, le bonheur, ça vient de là. Donc ce serait un mélange entre une rencontre, le bon timing et le fait de se toucher, de se rencontrer sans encore se pénétrer ou se circluser tu vois, et en fait on n'a pas de mots pour décrire ce moment magique qui est pour moi ce truc sacré. En fait je trouve qu'on prend très peu de temps pour ce moment de juste se dire bonjour, quoi, mais au niveau du sexe, pas que au niveau de on se serre la main ou on se regarde dans les yeux, qui peut être très bien aussi, mais tu vois on a ça avec les yeux. Les gens ils sont un peu ok de se séduire avec les yeux, mais on ne se séduit pas avec les organes, je trouve. C'est pas rentrer dans les mœurs. Quand tu rencontres quelqu'un juste énergétiquement et que tu as des orgasmes sans pénétration, moi, mon meilleur sexe que j'ai en tête, c'était sans pénétration. Et c'était que le gars qui maîtrisait très bien son énergie, et la mienne aussi, qui savait aller la choper dans ma yoni, dans mon utérus, la faire monter. Enfin, c'était n'importe quoi. Et enfin, trop bien, n'importe quoi. T'as de la chance, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui savait s'y prendre à ce point-là. T'inquiète, il y en a. Mais ils sont où? Ouais, alors mets ton mail en dessous du podcast. Tu crois qu'ils vont se reconnaître? Oui. Non, j'aimerais bien avoir une belle nuit d'amour avec un pro de ça, quoi. Ouais, et puis à côté de ça, le physique, c'est très bien aussi, tu vois. Quand tu mixes les deux, c'est incroyable. Mais juste déjà, l'énergie, tu vois, juste par le câlin, la puissance du cœur, quand tu te connectes. Moi, j'ai des orgasmes du cœur, quand je fais un câlin à mon amoureux, il met son cœur sur moi et je suis... Oh, et j'ai même pas besoin de sexe. Après mon divorce, j'ai eu vraiment un moment où j'ai douté de moi. Je me disais, de toute façon, ma vie est ratée, puisque je divorçais, ma vie est foutue. Bon, j'avais 36 ans, hein, donc tu vois, t'imagines. Mais je me disais, me voilà, femme seule, à élever 3 enfants. J'ai une vie de responsabilité, de culpabilité. Tu as fait du mal aux êtres que tu aimes le plus. Enfin, tu as tout ça dont il faut se relever déjà. Et puis par-dessus ça, une injonction à, malgré tout, pas devenir une vieille fille à 36 ans ou à 40 ans, enfin, qui sont généralement des âges de divorce. Et c'est à peu près dans ces moments-là où j'ai eu une expérience avec une femme. En fait, c'était un fantasme. Je me rendais compte que quand je regardais, et ça m'est très peu arrivé, mais quand je regardais un film un peu porno, j'étais beaucoup plus intéressée par la fille que par le mec. En fait, voir un mec dans un film porno, je trouve ça chiant, quoi. C'est pas pour les critiquer, les pauvres, mais je trouve que ça m'intéressait pas, quoi. Bref. Et je me suis dit, bon, je vais essayer. Au moins, je l'aurais fait. Tu vois, j'aime bien, moi, me faire des petits défis et tout. Et j'étais très étonnée à quel point c'était extraordinaire de pouvoir toucher de près, hein, puisque tu y vas même parfois avec la bouche et les doigts et tout, une autre femme. Et en fait, je pense que si j'avais pas... Ça m'a sauvé la vie. Parce que si j'avais pas fait ça, je me serais jamais acceptée, moi. Et je sais pas d'où ça vient, ce rejet. Et je pense que c'est la base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes des femmes. J'allais dire la religion, mais beaucoup de religions. Après, la société, évidemment. Bon, c'est pas pour taper non plus sur la société, on va pas la refaire. Mais
en Europe, aux États-Unis, enfin voilà, tu sais d'où ça vient. Et au lieu de... Enfin, pour moi, quand je vois des... Je vais les appeler les extrêmes féministes. Je sais que ce terme, on l'aime pas beaucoup, mais quand je vois des extrêmes féministes qui sont là, juste encore en train de taper sur les hommes et ce qui s'est passé avant, en fait, pour moi, ça avance pas. Et c'est ça que, ok, t'as ton passé, mais maintenant, en fait, t'as le choix de faire quelque chose de ta vie maintenant. Et j'ai eu cette question plein de fois en mode Noémie, mais comment tu trouves... Attends, c'est pas le temps, le courage c'est pas le courage que je cherche comme mot, mais... Ouais, le temps quoi, de faire tes pratiques et tout, t'es pas la flemme, etc. J'étais en mode, mais il est là le problème aujourd'hui, c'est plus la société, elle est encore là, mais là, t'es assez libre maintenant dans la société pour te former, lire, t'intéresser, enfin... Gérer ton temps. Vas-y, ouais, gérer ton temps, même 10 minutes par jour, t'as 10 minutes par jour, t'as même 1 heure par jour si tu cherches bien, en fait. C'est juste toi maintenant qui choisis... Tout le monde les a pour Instagram, hein, donc... Voilà, même devant pour Netflix, tu peux faire des trucs. Hein. Je leur dis, mais ton massage de la yoni, tu le fais devant Netflix. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? T'es pas obligé d'allumer une bougie et de mettre une musique pendant 3h30. Tu peux aussi faire ça devant Netflix, le massage de tes seins, je sais pas, juste toucher ton corps en conscience, tu peux faire ça aussi. Mais je pense que c'est un rapport à la culpabilité de se faire du bien. Moi, il y a ça aussi, oui. Chaque fois qu'on me demande, mais dans tes films, tu parles de quoi? Je dis, grosso modo, moi, je fais des films pour que les femmes se sentent moins coupables. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi, je pense que j'ai été la reine des coupables. Je me suis sentie coupable de tout, petite, des petites, tu vois, quand tu as des parents qui sont un peu défaillants. Je me disais, mais je m'occupe pas assez bien d'eux. Donc, quand tu es un enfant de 4 ans qui se dit, je m'occupe pas assez bien de mes parents, t'imagines bien que ça laisse une grosse place à tous les pervers narcissiques, à toute la culpabilité mondiale peut s'infiltrer en toi. Tu es comme un mur avec 18 failles, quoi. Ouais. Ce rapport à la culpabilité, je pense que c'est vraiment l'ennemi de la sexualité. Et c'est vrai que c'est là-dessus que la religion a tapé, mais je suis d'accord avec toi, c'est trop facile de dire c'est la religion, c'est la société, c'est les hommes, c'est ci, c'est ça. Non, quelle place tu te donnes à toi, en dehors de ta culpabilité, de te faire du bien? Et en fait, ça, mais justement, non, il faut bien que quelqu'un nourrisse les enfants, il faut bien que quelqu'un s'occupe de ça, il faut bien que quelqu'un fasse la machine, il faut bien que... non, il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi aussi. Et c'est vrai que tu peux demander à ton mari de te masser, etc., mais il n'aura pas forcément ni l'envie ni le temps. C'est pas forcément de sa faute. Et si toi, tu le fais pas, pourquoi lui, il le ferait? Oui, tu vois, c'est-à-dire c'est à toi de tracer la route de ta jungle. Ouais. Tu vois, s'il n'y a pas de chemin, c'est pas de sa faute à lui s'il ne l'emprunte pas non plus, tu vois. Toute cette année, j'ai fait des rêves de chien. Je me voyais avec un chien. Et je me suis toujours dit, si j'ai un chien, je ne vais plus jamais vouloir même chercher d'avoir un compagnon. Parce que je vais être comblée, en fait. Mais il suffit que j'ai... Et toi, tu me disais que quand tu avais un chien... Ouais, j'avais plus de dépendance affective parce que ce besoin d'affection était rempli par mon chien. Donc en fait, je pense qu'en tant qu'humain, tu as besoin de tes dépendants affectifs. Hein, c'est bon, on l'est tous. Hein. Mais du coup, quand c'est rempli quelque part, amicalement ou avec les chiens, c'est vrai que tu as moins ce besoin du partenaire. Et là, du coup, quand tu le choisis vraiment parce que tu décides que c'est ton partenaire, quoi. Pas par manque. Et là, c'est pas pareil. Du coup, je vais peut-être prendre un chien quand même. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai rencontré un mec qui m'a lu les cartes et puis il m'a dit non, je vois pas de partenaire pour vous. J'étais un peu déçue, mais bon, je pense que du coup, je vais aller à la SPA. Ah, tu feras un bon heureux. Deux bons heureux. Merci Noémie. Écoute, franchement, j'espère que plein de gens vont s'inscrire à tes cours en ligne. Bon, moi, je suis très honorée de t'avoir eu en vrai. Je ne fais que vous encourager à suivre Noémie et à s'inscrire à ces cours parce que c'est fondamental en fait. C'est notre fondement. Merci beaucoup Lisa. Merci.